Le quorum n'a pas été atteint. Vu le petit nombre de députés présents à la séance de ce matin, les débats sur le trafic de bois de rose ont été reportés. Le ministre de l'Énergie a visité ce jour les centrales thermiques d'Amboumanaboul et de Manchester. 28 milliards d'arias, tel est le budget nécessaire pour éradiquer les délestages. Le président Bachar al-Assad a été réélu pour la 3e fois consécutive et sans surprise. Il obtient 88,7% des voix, une farce selon l'opposition. Personne n'est à l'abri d'un accident. Pas de panique. Avec la garantie tierce collision AAR, même si le tiers n'a pas d'assurance, même si l'assureur adverse tarde à répondre, l'assurance AAR prend en main l'indemnisation rapide de votre voiture. AAR, vivre et entreprendre en toute sérénité. Bonsoir à tous, bienvenue et merci d'être fidèles à ce rendez-vous tous les soirs du journal en français. À la une des actualités politiques, rien n'a été conclu au Parlement sur la question des trafics de bois de rose. Des députés ont proposé le principe du stock zéro. Les uns préconisent la vente des stocks de bois de rose, voire l'abrogation des lois interdisant l'exportation de ce bois précieux. D'autres exigent l'application pure et simple de la loi. Le nombre des députés n'a pas atteint le quorum et aucune décision n'a pu être prise. Reportage de Irnirine Rabari. En 15 jours, des milliers de rondins de bois de rose ont été saisis à part les 34 conteneurs retrouvés au Kenya, pesant 500 tonnes, les 26 conteneurs, 350 tonnes saisis au Sri Lanka et les 3000 tonnes à Singapour. La séance réservée au bois de rose a été très animée selon le député Laïssou Jean-Pierre, élu à Antala. Les rondins saisis ne seraient pas du vrai bois de rose, ils feraient partie des 104 espèces de palissandres que l'on trouve à Madagascar. Il réclame la mise en vente libre de tous ces rondins, y compris ceux qui ont fait l'objet d'une procédure de saisie. Il a critiqué les environnementalistes malgaches. Si on coupe les bois de rose, il va repousser plus vite et sera exploitable en 25 ans au lieu de 50 ans avec le système de pépinière. Ils se sont jetés des propos frisants, l'insulte. Rasmana Polbert, l'artiste très connu sous le nom de Rossi, a ironisé contre le multimilliardaire Laïssou Jean-Pierre, dit Zova, très connu dans la filière de l'exportation de bois précieux. Les débats sur la question du bois de rose sont reportés. Cette essence représente une très grande richesse dont Madagascar ne profite pas à cause du pillage et l'exploitation illicite des forêts. Selon le président de l'Assemblée nationale, cette affaire mérite une grande réflexion avec la contribution d'experts dans les juristes. Les petits partis politiques se lancent dans la bataille pour gagner le fauteuil de chef officiel de l'opposition prévu par la Constitution. En ordre dispersé, ils rivalisent pour se faire reconnaître comme représentatifs de l'opposition. À 30 jours de la fin de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, le poste du 7e vice-président de la Chambre basse, réservé pour le chef de l'opposition, est encore vacant. Le ministère de l'Intérieur ne s'est pas encore prononcé sur le sujet. Nandiane Rajansan. La place de chef de l'opposition est l'objet de toutes les convoitises. L'heureux élu occupera le poste de 7e vice-président de l'Assemblée nationale après l'officialisation du compte de l'opposition. Il bénéficiera des salaires et avantages des membres du bureau permanent. Jusqu'à présent, les opposants déclaraient se livrer une véritable guerre à l'interne. Le camp de la Latine Ravloulman et Max Fabien est opposé aux 5 partis qui ont déjà déposé leur dossier au ministère de l'Intérieur, à savoir le DHD Madagascar, le parti Miami, l'Obama, le parti Avjawan Firenine de Lazarus Afyarsan, ainsi que le parti vert de Sarah Rabearsou. Pourquoi ces dispersions de l'opposition? La seule raison, le fauteuil de 7e vice-président de l'Assemblée nationale.
Le ministère de l'Intérieur n'a pas encore fait la déclaration officielle y afférente. Ces partis ne sont pas représentés au Parlement. En cas de désunion de l'opposition, la loi stipule que le chef de l'opposition sera désigné par vote des parlementaires. Le président du ADHD Madagascar de noter qu'à part l'officialisation de l'opposition, celle-ci doit aussi établir une convention ou une charte et se constituer un bureau. Quand l'opposition sera-t-elle officielle? Au Papalier de Timazaz, l'attention est plutôt rivée sur la transparence des salaires et avantages des membres du gouvernement, ainsi que sur les traitements et indemnités des parlementaires. Le président de la République, Erason Armanpian, est parti cet après-midi pour un voyage officiel en Israël. Il rencontrera le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Les questions sur la défense nationale et les relations économiques seront au centre de ce déplacement, à part les visites en Terre Sainte. Reportage. La défense et les armes de guerre, la protection de VIP, ainsi que l'utilisation de radars, la manipulation de satellites et la défense navale font la réputation de l'État d'Israël. La participation du ministre de la Défense nationale à ce voyage n'est pas le fruit du hasard. La visite se déroulera du 6 au 9 juin prochain. Une visite d'usine de fabrication d'armes de guerre est prévue. Sur le plan économique, l'inauguration des locaux de la Chambre de commerce israélo-malagasy sera inaugurée demain. Les résultats de la rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou le 8 juin prochain à Jérusalem sont très attendus. Conduite par le président Erason Armanpian, la délégation malgache sera composée du directeur de cabinet de la présidence, du ministre des Infrastructures, du ministre de la Défense nationale et du ministre des Affaires étrangères et de l'Intérieur. Cette visite en Terre Sainte prévoit un pèlerinage dans le Vieux Jérusalem, le mur des Lamentations, le mont des Oliviers, la Via Dolorosa, en passant par les 14 points visités par Jésus depuis son procès jusqu'à sa crucifixion. Et encore le lac Galilée, Nazareth, Bethléem, Haïfa, la ville du prophète Élia. La production d'électricité à base de fouel figure parmi les priorités du ministre de l'Énergie, Fiene Narichar. Ce jour, il a visité les centrales thermiques d'Ambouimanambou, les Manchsez, qui assurent l'approvisionnement de la capitale. Reportage de Nyandro Adjenarsou. La Jirama a besoin d'un budget de 28 milliards d'ariari pour remédier aux coupures de courant dans la ville d'Antananarivo. Cette somme sera allouée à la réparation de la centrale thermique de Manchsez. Selon le directeur général de la Jirama, Racide Désiré, cette acquisition mettra fin au délestage, le problème majeur des Tananariviens. Il a également souligné la nécessité de nouvelles infrastructures pour répondre aux nombreuses demandes de branchement encore en stand-by. Un budget de fonctionnement quotidien de 2 milliards d'ariari est nécessaire pour l'approvisionnement énergétique des foyers. Le ministère évaluera la possibilité de réduire cette somme. Il suffit d'une bonne gestion, encore une fois, en termes d'entretien, en termes de rechange de pièces détachées. Mais le problème, c'est que la Jirama a un problème énorme de trésorerie, donc il faut résoudre tout ça. Secondo, il faut avoir une vision à moyen terme, à long terme, pour que les charges d'exploitation de la Jirama diminuent. En construisant des barrages hydroélectriques par exemple, et pourquoi aussi un peu plus large que ça, de voir comment peut-on financer en électricité toutes nos communes dans tout Madagascar. Un mois après sa prise de fonction, Fiene Narichar est descendu sur le terrain et s'est plongé dans la réalité des centrales thermiques, et ce après d'innombrables doléances sur les délestages. La construction d'une centrale thermique à base de fioul équivaut à une somme de 40 milliards de dollars. Et on passe à un tout autre sujet. Les 1014 tortues saisies à Comores dernièrement ont déjà été rapatriées samedi à Madagascar. Elles subiront cependant une mise en quarantaine de 6 mois avant d'être ramenées à leur habitat naturel. La coopération entre les habitants et les autorités doit être renforcée pour mettre fin aux exportations illicites. Reportage. 996 des 1014 tortues malgaches saisies par les autorités comoriennes ont survécu. Les exportateurs les ont emballées de telle sorte qu'elles ne puissent sortir la tête hors de leur carapace. 18 d'entre elles sont mortes asphyxiées. Il incombe au ministère de les renvoyer dans le sud, leur habitat naturel.
Un responsable du département de l'environnement explique que les tortues ont été minutieusement comptées à leur arrivée au pays. Un procès-verbal a été établi. La mise en quarantaine a commencé pour qu'elles soient soignées et reprennent des forces. Dans 6 mois, les reptiles pourront être renvoyés dans leur région d'origine. Depuis 2010, plus de 2000 tortues ont été saisies et rapatriées dans leurs foyers naturels respectifs. Des initiatives internationales et locales ont déjà été prises pour protéger les chéloniens. Plan global d'action de Majunga en 2011, l'île Tagne en Androuille en 2012 et le dîne du sud-ouest de l'île en 2013 ont été mis en place par la population ou les autorités. Pour l'instant, les douanes malgaches restent une vraie passoire pour les ressources naturelles interdites d'exportation. Selon les chiffres de 2013, Madagascar a perdu 40% de ses tortues en 10 ans. À ce rythme, l'espèce retrouvée aux Comores aura disparu en 2050. Également dans l'actualité ce jour, la première édition du savoir-faire féminin à l'hôtel de ville d'Antananarivo a été lancée ce jour. Seul, invisible, ensemble invincible, tel est le thème de l'événement organisé par l'EFOI ou Entreprendre au féminin Océan Indien qui veut redynamiser l'entrepreneuriat malgache au féminin. 120 femmes entrepreneurs participent à cette première édition. 80 sont en provenance de Thomas, Diego, Majunga, Maevatanan et Tuléar. Les 40 autres viennent de la capitale. Des produits de tout genre sont exposés dans 50 stands. L'événement a débuté ce jour et prendra fin le 7 juillet. Tout de suite, les explications. La particularité de ce premier salon du savoir-faire féminin est justement de mettre en valeur le savoir-faire des femmes entrepreneurs à Madagascar. Donc évidemment, ce sont des femmes qui sont à la tête de leur entreprise. Nous avons pu regrouper plus d'une cinquantaine d'exposants venus de différentes antennes de Madagascar. Et nous espérons qu'à la fin de ce salon, ces femmes puissent concrétiser des partenariats, puissent rentrer chez elles avec vraiment un savoir-faire, un partage dans l'entrepreneuriat proprement dit. Et on passe au sport. Les centres de remise en forme pullulent dans les moindres recoins de la ville d'Antananarivo. Nombre d'entre eux ne suivent pas les normes. 10% de la clientèle d'un centre très fréquenté tourne autour de 13 à 18 ans. La loi interdit aux jeunes de cette tranche d'âge des exercices de musculation. Les médecins leur déconseillent formellement. Il empêche une croissance normale. Reportage. Ce centre de musculation compte environ plus de 1000 membres. Il reçoit une centaine de clients par jour. Les plus jeunes sont âgés de 13 ans. L'utilisation de tous les appareils est une pratique courante. Selon Ratsiraka Michael, les mineurs doivent présenter un accord parental. La majorité des jeunes ne maîtrisent les procédés d'utilisation des appareils de musculation ni connaissent les risques auxquels ils s'exposent. Pendant l'entraînement, chacun choisit et effectue des mouvements de son cru. La durée des exercices ne tient pas compte des conditions physiques ni de l'âge des pratiquants. Les entraînements ne génèrent pas les effets positifs attendus. Selon le docteur Antoine Naranevsan, pour les jeunes, les muscles se développent après les exercices, mais la croissance s'arrête. Les jeunes deviennent ainsi trapus. Les exercices physiques sont nécessaires, mais avec modération. Les règles sont plus strictes dans d'autres centres. Les débutants et les mineurs doivent se munir d'un certificat médical. Pour eux, les exercices sont limités. Ils doivent être adaptés selon l'état physique du pratiquant. Et place aux actualités internationales. Le président syrien Bachar al-Assad a été réélu au premier tour pour un mandat de 7 ans avec 88,7% des voix. John Kerry a qualifié le scrutin de non-élection, une élection que les États-Unis qualifient de honte et de farce par l'opposition. L'OTAN assure que ces résultats ne seront pas reconnus. Reportage de France 24. J'annonce la victoire du docteur Bachar Hafez al-Assad, président de la République arabe syrienne. Scène de liesse dans ce quartier de Damas. Les habitants célèbrent une victoire sans surprise. Bachar al-Assad a été réélu avec plus de 88% des voix. Tout le monde félicite Bachar al-Assad. Nous le soutenons tous. C'est un vrai homme d'État.
Face à Bachar al-Assad, deux adversaires inconnus du public il y a peu. Hassan al-Nouri est celui qui a fait le meilleur score, 4,3%. Pour voter, il fallait habiter une zone tenue par le régime. Mais dans ce quartier d'Alep, dévasté par les bombardements, les habitants avaient d'autres priorités. En visite à Beyrouth, le chef de la diplomatie américaine a dit tout le mal qu'il pensait de ce scrutin. Ces élections sont des non-élections. Elles ne représentent absolument rien et n'ont aucun sens. Car comment pouvez-vous tenir une élection quand des millions de personnes n'ont même pas la possibilité de voter, qu'ils ne peuvent pas contester, qu'ils n'ont aucun choix? Dans une déclaration commune, les dirigeants du G7 réunis à Bruxelles ont dénoncé un simulacre d'élection et affirmé qu'il n'y avait pas d'avenir pour Assad en Syrie. Et on part au Canada pour terminer ce journal. À Moncton, un homme armé d'un fusil mitrailleur et muni d'un autre fusil dans le dos a ouvert le feu en pleine rue. Il a ciblé les forces de police, tuant 3 policiers et en blessant 2 autres. Toute la nuit, les policiers ont engagé une traque dans le nord-est de la ville pour tenter de retrouver l'auteur de la tuerie. Reportage de France 24. 20h environ, mercredi soir, des coups de feu retentissent à Moncton, une ville canadienne sans histoire. Des policiers répliquent à des tirs provenant d'un jeune homme qui vient d'abattre 3 de leurs collègues et qui en a blessé d'autres. Selon les autorités, il s'agirait d'un local Justin Bourque, âgé de 24 ans. Sa photo a été diffusée sur Twitter. On le voit porter 2 fusils. La police a demandé aux habitants d'être extrêmement prudents. Nous recherchons toujours activement le tireur. Il semble se trouver dans les bois, à proximité de Moncton. Nous demandons à la population qui vit dans la zone de rester chez elle et de s'y enfermer à clé. Pour protéger aussi les automobilistes, toutes les routes menant à la ville ont été bloquées. La rue a été verrouillée, il ne laisse personne pénétrer ou sortir. Il demande à tous les véhicules de faire demi-tour. On a aussi remarqué qu'un véhicule a emmené une policière blessée. Elle avait l'air vraiment mal en point. Le Canada est peu habitué aux incidents de ce genre. La dernière fusillade remonte à près de 10 ans. Restez avec nous à suivre après ce journal, le magazine Mekamag et Mbanza, l'un des films retenus lors des rencontres du film court. C'était le journal. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Bonne suite de programme sur Cool TV.